Alors bonjour à tous et à toutes. Je suis Jeanne et je suis aujourd'hui avec Malone. Bonjour. Et donc nous sommes de retour pour reprendre cette saison, les critiques de théâtre, de spectacles et performances qui auront lieu toute cette saison en Suisse romande. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un spectacle qu'on est allé voir les deux, il y a quelques soirs en arrière. C'est le spectacle Variety. Enfin, désolé, j'arrive pas à la prononciation. Toi, t'arrives mieux que Non, moi. je pense pas que j'arrive et je dirais quelque chose d'un petit peu francisé. Variety. Donc, un spectacle de la compagnie Dangerous Grounds Production. Une adaptation multimédia, donc un spectacle multimédia tiré du film du même nom de Beth Gordon, qui a été mis en scène donc et adapté par Doris Mirescu, avec la dramaturgie de Jessica Rizzo et Doris Mirescu. Musique originale composée et interprétée par Matteo Montalto, accompagné de Ben Gazzar. Comme on vous le disait, donc c'est un spectacle multimédia, donc il y a des cinéastes, caméramans, Natacha Anderes, Frédéric Choffa, André Cordelli, Walter Veronesi, Charlène Girel. Et à l'image, au son et à la lumière, Boris Edelstein et Marshall Miller. Et sur scène, nous avions donc Chiara Alessia, Caroline Batoya, Charlotte Sid, Laura Denhond, Carlo Donati, Antoine Gueking, Hervé Le Certeur, Ursula Flavor et Nathan Topo. Désolé si on a mal prononcé. Et Patricia Bopp comme Alice. Oui, merci. Donc, le spectacle Variety, qu'est-ce que c'est ? C'est donc, comme on vous l'a dit, une adaptation multimédia du film éponyme réalisé par Beth Gordon, qui est sorti en 1983. Et Variety, donc si je prends comme base l'histoire du film, parce qu'on en parlera plus tard, mais l'adaptation en spectacle prend une ligne parfois un peu légèrement différente avec le scénario original. Donc ça raconte l'histoire de Christine, une écrivaine qui commence sa carrière, qui habite à New York et qui a désespérément besoin d'un travail. Et au début du film, on la voit donc avec son amie Nan, qui est interprétée donc par la photographe et artiste Nan Golding, et qui lui apprend que le Variety, donc un cinéma pornographique qui se trouve à Times Square, recherche une caissière pour vendre des billets à l'entrée. Christine donc décide de prendre le poste de travail et finit par s'intéresser aux films qui sont projetés dans le cinéma. En parallèle, on a de temps en temps son ami, son copain Marc, un journaliste d'investigation, qui la retrouve et qui, comprend-on, enquête sur la corruption dans les marchés alimentaires de gros. Et l'histoire évolue avec l'arrivée d'un client assez mystérieux au départ du cinéma porno, qui se fait appeler Louis, qui semble être un homme influent et riche, et que Christine finit par être fascinée, ou en tout cas obsédée par cet homme, et commence à le suivre partout, et commence à soupçonner qu'il aurait quelques implications dans des opérations mafieuses. Voilà, ça c'est un peu la trame du film. Ce que je propose, c'est que on commence un petit peu par finalement revenir sur le spectacle lui-même et peut-être un petit peu décrire à quoi ressemble le dispositif scénique. Donc, on ne l'a pas dit, mais c'est très important de le dire, l'adaptation donc, que propose Doris Mirescu n'est pas mise en scène dans un théâtre ou dans un lieu classique
conventionnelle, on va dire, de représentation. L'adaptation a eu lieu, enfin, nous avons pu voir le spectacle au Splendide, qui était un ancien cinéma porno à Genève. Peut-être tu veux juste préciser où ça se trouve, si tu connais mieux que moi la rue. Donc le cinéma Splendide est à la place Grenu, qui est une place juste derrière Manor, à côté pas très loin de la gare Cornavin à Genève. Donc c'est un lieu très central de la ville. C'est un lieu qui a été vraiment réputé à une époque en fait pour sa programmation d'œuvres pornographiques, mais c'est aussi un lieu qui a hébergé d'autres types de cinéma à son origine, dont apparemment du cinéma allemand, et qui a eu des tentatives de reconversion diverses, dont ces dernières années une espèce de reconversion artistique avec des expositions, ou en tout cas une exposition qui avait été faite par un artiste. Et à l'heure actuelle, nous ne savons pas vraiment où en est ce lieu et à qui il appartient exactement, donc on ne pourra pas vous donner des détails. Et on a été assez surpris de voir justement qu'une pièce serait performée dans ce lieu. Donc c'était aussi l'occasion de redécouvrir un lieu qui était fermé depuis extrêmement longtemps et de lui redonner un souffle, en tout cas qui s'approchait du souffle pornographique qui a traversé ces lieux. Donc évidemment, il y a un intérêt un peu de curiosité, un peu érotique forcément, de retourner dans un lieu comme ça. C'est aussi intéressant à propos de ces lieux, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, de se dire que Genève était quand même une ville qui hébergeait un certain nombre de lieux alternatifs qui ont fermé à travers les années. Et cette adaptation ici m'a fait penser à quelque chose que j'ai vu il y a environ une vingtaine d'années, peut-être un petit peu moins, qui était au Palais Mascotte, et c'était justement une pièce proposée par Patricia Bopp, donc, qui figure dans ce spectacle. Donc c'était assez surprenant de voir cette filiation et assez intéressant parce que le Palais Mascotte, c'était aussi un lieu assez obscur et sulfureux des Paquis qui est toujours existant mais fermé en tout cas au grand public. Alors après, qui sait ce qui s'y passe encore actuellement ou si c'est un lieu vide, et en tout cas nous avons eu envie de voir aussi cette pièce pour pouvoir repénétrer dans ces lieux. Mmh. Oui, et d'ailleurs, je précise que comme le lieu était fermé, il y a eu un gros travail, je pense, dans cette mise en scène de se réapproprier un peu les lieux, les redécorer, parce que c'est, comme on le disait en exergue, c'est une adaptation multimédia. Donc on va un peu maintenant décrire qu'est-ce qu'on entend par adaptation multimédia, mais donc les lieux, je pense, étaient à mon avis vidés du mobilier, je suppose. Donc ça sous-entend qu'il y a eu quand même, je pense, un gros travail pour faire revivre ces lieux, leur donner tout d'un coup redonner une sorte d'âme avec du mobilier. Parce qu'en fait, quand vous entrez à l'entrée du cinéma, il y a une sorte de cabine, oui, de billetterie qui est installée là, où d'ailleurs vous achetez vraiment votre billet pour la représentation. Vous descendez ensuite dans un sous-sol. Alors tout autour de vous, il y a justement des affiches qui sont probablement des affiches de films pornographiques ou des affiches simplement érotiques avec essentiellement des femmes en des poses suggestives. Et vous descendez au sous-sol où il y a la salle de projection qui ici a été munie de chaises. Bon, ce n'est pas les sièges originaux du cinéma, dommage, mais bon, ils étaient vidés. Et le dispositif scénique se compose de cette façon, c'est que vous avez la régie au fond de la salle, comme ça se fait d'habitude, et face à vous, face au public, il y a donc 3 écrans disposés sur les 3 murs de la pièce. Donc
sur le mur à votre gauche, au milieu et le mur à votre droite si vous regardez la scène. Donc 3 grands écrans. Et au milieu du petit espace scénique qui reste, enfin, il y a un espace scénique qui est resté vacant et vous avez donc un musicien et peut-être un peu DJ aussi. Enfin, je pense qu'il y avait une partie de musique enregistrée. Ça, j'avoue que c'était pas très clair d'où j'étais assis. Oui, parce qu'il faut préciser que contrairement à une scène de théâtre où souvent les chaises sont disposées d'une certaine façon pour que chacun puisse voir la scène, ici on était tous au même niveau, à plat. Et donc selon l'endroit où on est placé, on voit plus les personnes devant nous que la scène. Et l'enjeu était surtout en fait, de mettre l'accent sur des énormes écrans qui étaient placés au-dessus, donc que en fait, chacun puisse voir les écrans, mais pas forcément ce qui se passe sur la scène. Et c'est intéressant, et déjà là, je peux faire une comparaison avec un autre spectacle que j'ai vu qui montrait des écrans et qui traitait de cinéma. C'était il y a quelques années au Théâtre du Grutli. C'est un spectacle qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Giallo Oscuro. Et donc c'était un groupe de musiciens qui proposait en fait les chansons phares de ces films-là, donc des compositions entre autres d'Ennio Morricone. Et l'écran, en fait, ils avaient installé un écran comme si on allait voir un film, sauf que cet écran était remonté le plus haut possible devant nous pour qu'on ne voit que le bas de l'écran. Et était diffusé les films des Giallo, mais on voyait que en fait, le tiers inférieur de ces films. Et donc tout notre focus, on va dire, était sur les musiciens qui, eux, étaient sur la scène. Et donc au Grutli, c'est quand même aussi des gradins un peu progressifs. Donc on voyait très bien le bas en fait, de la scène, donc là où étaient les musiciens. Et on ne voyait pas du tout en fait, le film, où le film devenait un peu une trace. Et là, donc c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le film est la priorité et ce qui se passe en bas, en fait, est très occulté. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de préciser qu'il y a un 4e écran qui est justement disposé à la hauteur de la scène, vers le bas. Voilà, et qui est plus invisible. Ouais, et qui également un est placé à l'arrière. 5e qui est derrière nous, au-dessus de la régie, et qui, pour le coup, est encore plus ignoré. Et donc, le principe du dispositif de Doris Mirescu, c'est de finalement raconter cette histoire, ou en tout cas partir du film de Beth Gordon, et de raconter donc cette trajectoire du personnage de Christine à travers aussi l'utilisation de caméras, puisque le cinéma splendide a été pour le coup entièrement investi spatialement, puisque certaines pièces du cinéma sont aussi reconverties en chambres pour les scènes qui se passent dans la chambre de l'appartement du personnage de Christine. Et donc le principe est que nous suivons finalement le personnage principal, Christine, donc interprétée par la comédienne Laura Den Hond, et nous la suivons nous la voyons passer d'un espace à l'autre du cinéma, lesquels espaces peuvent parfois représenter donc la chambre de l'appartement ou d'autres espaces qui ne sont a priori pas dans le cinéma même, au niveau de narrativement. Oui, donc le bar, l'espèce d'endroit de peep show ou de sex shop. Et il y a aussi des espaces extérieurs en fait, qui sont investis. Donc qui sont vraiment en fait dans cette place de Grenu, donc un restaurant de ramen, toute la place en fait où les comédiens, enfin le comédien et la comédienne évoluent. Et donc oui, voilà, tout le cinéma est utilisé pour recréer les scènes, sans que nous, en tant que spectateurs, on puisse y aller véritablement en présence. Donc c'est pas un spectacle itinérant pour le public. Mais par contre, on va pouvoir y accéder via en fait, l'image des caméras. Et ce qui est important de préciser, c'est que donc chaque écran
diffuse en direct les images transmises par une des 3 ou 4, si je ne me trompe pas, donc 4 caméras qui filment chacune simultanément des comédiens, des comédiennes ou des scènes différentes. Ce qui fait que l'histoire, contrairement à un film qui va vous imposer, enfin vous imposer c'est un grand mot, mais qui va vous proposer un montage et donc qui va diriger votre regard, ici vous avez en tant que spectateur et spectatrice la possibilité de regarder 3 images, en tout cas 4 si vous êtes mieux placé que nous, en même temps, et donc votre regard peut se promener d'une scène, enfin c'est pas vraiment une scène, mais disons d'un plan à l'autre, c'est-à-dire que à un moment vous avez la caméra qui suit la comédienne Laura, et simultanément vous aviez à un moment la caméra qui filmait le comédien Nathan Topo en train de jouer au flipper, et vous aviez encore une 3e caméra qui filmait, donc toi tu disais que c'était le nom Patricia Bopp, sur scène en train de chanter, et donc en tant que spectateur, dans mon cas, vous avez le choix de passer votre regard d'un plan à l'autre, même si le fil central de l'histoire étant le personnage de Christine. Je ne sais pas si c'était le cas pour toi, mais moi je pense que naturellement mon regard allait beaucoup plus sur les plans qui la suivaient. Oui, oui, évidemment, l'intrigue principale nous attire plus l'attention. Et c'est vrai que ça crée des effets particuliers où on voit en fait face à nous concrètement les musiciens et Patricia qui sont en train de performer et avec beaucoup de talent. Et en fait, notre regard va forcément les quitter pour le film, ce qui est assez cruel et qui montre quand même un peu la nature de notre attention et de notre regard. C'est très révélateur qu'on va finalement préférer regarder un écran que des personnes réelles face à nous, malgré tous leurs efforts en fait, de capter notre attention. Parce que Patricia Bopp est dans une sorte de... En tout cas, représente une sorte de personnage de cabaret, de meneuse de cabaret. Elle fait penser à beaucoup de ces chanteuses de Broadway, où il y a une espèce de mélange de différentes choses. Un peu un côté cabaret berlinois. Oui, voilà, ouais. Et donc, dans ce type de jeu, elle va forcément essayer d'attirer notre attention, notre regard, elle va fixer les spectateurs, aller assez proche d'eux. Et en fait, ça reste assez vain par rapport à la fascination qu'exerce l'écran. Et donc, ça crée vraiment un drôle d'effet de dissonance. Oui, ça c'est vrai que tu fais bien de le dire, que forcément ce dispositif scénique qui dispose autant d'écrans a quelque chose de très hypnotisant dans notre attention, même si parfois il peut se passer très peu de choses à l'écran. Très souvent, et ça on en reparlera par rapport au film original, mais très souvent nous suivons donc la comédienne en train de marcher d'un espace à l'autre. Il y a un rythme parfois assez lent, parce qu'on suit le rythme de la marche. Et donc même dans ces moments-là, ce sont des moments qui forcément captent ton attention. Peut-être aussi à cause du fait que comme la caméra est en déplacement, surtout au début, où on découvre pour la première fois ces espaces avec elle, donc forcément ton regard est très pris, parce que dans un lieu tel que le Splendide, qui a été fermé au public, il y a forcément, pour les gens qui ont toujours vu ce genre d'espace de l'extérieur, en tout cas moi je n'y suis jamais rentré à l'époque où c'était ouvert. D'ailleurs je ne sais pas quand ça a fermé. Je ne sais pas exactement. Parce que sûrement que j'étais en plus un enfant, donc disons que la fascination que peut... Moi je pense qu'il y a aussi le moderne à Lausanne, c'est toujours des lieux que tu regardes de l'extérieur qui peuvent te fasciner. Moi le moderne, j'ai pu l'observer depuis un balcon de quelqu'un qui habitait à Lausanne, et je trouvais fascinant de voir les gens qui passent devant, ceux qui rentrent, ceux qui ne rentrent pas, ceux qui hésitent. Et donc là, de pouvoir être dans ces lieux, de les redécouvrir de l'intérieur, forcément, il y a un attrait, comme si on rentrait enfin dans un lieu qui nous a fascinés. Et ce qui, je pense, répond bien à ce que vit précisément le personnage de Christine,
qui est un peu aussi un personnage, on le comprend mieux dans le film, je pense, mais ça on en reparlera, mais qui est un personnage qui est aussi, si je ne m'abuse, hein, complètement étranger à ce monde-là, à ce monde des cinémas pornographiques, des peep shows et tout ça, et qui donc, peut-être par curiosité au début, voilà aussi une opportunité de découvrir ce monde-là de l'intérieur, et finit par en être de plus en plus fasciné, au point, potentiellement, à la fin de l'histoire, de se mettre en danger concret. Mais maintenant qu'on parle du cinéma, donc du pornographique, si on se concentre un peu sur le lieu, donc le Splendide, on pourra peut-être parler un petit peu de qu'est-ce que ce spectacle finalement nous raconte par rapport au lieu même, à ce cinéma. Oui, en passant par l'adaptation, en fait. Ouais. Quelles sont les différences entre le film et la pièce, ou enfin, en tout cas la performance qu'on a vue, parce que je ne sais pas tellement comment l'appeler, enfin, spectacle multimédia. Ouais. Oui, donc on a résumé le film. Je pense qu'on a eu besoin aussi de nous replonger en fait dans ce matériel originel, parce qu'au visionnage en fait de ce spectacle, il y avait pas mal de questions qui restaient en suspens. Au niveau narratif en tout cas, où le basculement en fait de Christine dans une forme d'auto-érotisation et de fascination en fait, pour le personnage de Louis, nous paraissait pas toujours très clair, on comprenait pas toujours les enjeux. Donc on a eu envie de revoir le film. Et ce qui nous a frappé, de voir le film, oui, non, parce que j'aimerais bien dire oui, je l'avais vu il y a un certain nombre d'années, mais c'était pas le cas malheureusement. Et c'était une très belle découverte. Donc on remercie aussi le spectacle de nous avoir permis en fait de découvrir cet univers qui est très new-yorkais d'une certaine époque, connecté avec un certain nombre d'acteurs qu'on a pu revoir après dans d'autres films qu'on connaissait, qu'on a eu du plaisir à redécouvrir dans cette œuvre-là. Par exemple, on pense à Louis Guzman, qui est l'ouvreur du cinéma, qui est un acteur qui peut-être beaucoup d'entre vous ont vu. Récemment, toi, tu disais qu'il était dans la série. Ouais, Wednesday, donc voilà. un grand succès populaire, donc dans tout autre registre, mais donc, et évidemment la présence de Nan Goldin qui est quand même assez forte, vu l'artiste qu'elle est, et sa présence. Et en général, il semblerait, moi, j'avais pas reconnu Nan Goldin, parce que je voyais pas son visage, mais quand les crédits ont déroulé, j'ai reconnu d'autres figures importantes finalement du monde artistique new-yorkais, notamment l'acteur qui n'apparaît pas, mais dont on entend la voix, Spalding Gray, qui est donc un comédien, metteur en scène, qui, dans mes souvenirs, je crois qu'il a fondé aussi la compagnie de théâtre new-yorkaise qui s'appelle The Wooster Group, qui est donc une compagnie de théâtre plutôt expérimentale qui, à ma connaissance, existe toujours. Donc voilà, des figures quand même de la scène new-yorkaise. Et dont certains sont nommés avec leur vrai prénom, comme Nan. Voilà. Donc il y a quelque chose de très localisé quand même à New York, et de très marqué par cette époque-là en particulier. C'est dans un présent immédiat et même quasi total. Et donc ça, forcément, ça va être un énorme sujet pour nous. Mais d'abord, juste par rapport au film, ce qui nous a marqué, je pense, en premier, c'est évidemment la différence de rythme. La scène d'ouverture qui se passe dans des cabines c'est quoi, des vestiaires, ouais, c'est ça, des vestiaires d'une piscine. Alors déjà, ça, c'est quelque chose qui nous avait pas paru évident dans le spectacle, parce que on comprenait pas. Enfin, il y a ce bonnet de bain justement que l'actrice porte, mais moi, en tout cas, ça m'avait pas paru très clair de ce qui se passait, à part qu'elles se changeaient. J'avais plus l'impression qu'elles étaient à leur travail et qu'elles mettaient leur tenue de travail. Donc, j'avais pas très bien compris. Et donc là, c'est vrai que le film explicite ça. Et la conversation entre Nan et Christine est
très très rapide. Alors que c'est vrai que dans le spectacle, tout prend beaucoup plus de temps. Et il y a beaucoup plus de silences qui sont intégrés et des espèces de regards aussi qui créent de l'étrangeté d'emblée. Alors que dans le film, le ton est est très léger, entre guillemets, mais plutôt réaliste du temps en fait, d'une conversation. Le jeu en fait, des actrices est aussi beaucoup plus, enfin, très naturaliste, ouais, très réaliste en fait. Alors que, en tout cas, ça c'est comme je l'ai perçu, dans l'adaptation, en tout cas, le personnage de Christine est interprété par l'actrice tout de suite avec une partie d'étrangeté. Ouais. Alors, je ne sais pas à quel point ça a été un choix ou c'est quelque chose qui a été demandé, c'est une proposition, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai perçu tout de suite, j'y lisais un personnage un peu troublé Ouais. d'emblée, alors que je pense que dans le film, c'est quelqu'un d'assez banal au départ, qui a aussi des habits assez bourgeois, collier de perles, chemisier haut, alors que là, la jeune femme donc, qui fait Christine est dans un autre type de tenue qui est un peu plus contemporaine, mais qui pourrait être aussi d'époque, mais qui est déjà un peu plus décontractée, avec un jeans et un t-shirt. Finalement, ce qu'on voit dans le film, c'est qu'on la voit aussi changer progressivement de style, qui a changé. Même le maquillage, j'ai l'impression, avait changé. Alors que là, le spectacle commence finalement pratiquement avec la tenue qu'elle a. Enfin, il y a une légère évolution. Oui, et puis il faut dire aussi que ça commence par un plan de semi-nudité de l'actrice. Et donc tout de suite, on sait on va voir ça. Ouais. On sait qu'on va voir quelque chose de l'ordre de la nudité à un moment ou à un autre, que ça reviendra, que c'est la chose souterraine de toute l'œuvre, alors que dans le film, c'est beaucoup plus progressif. Ouais. Et en fait, oui, donc d'après, à partir de là, toutes les différentes scènes, la scène de restaurant, évidemment, tout est rapide parce qu'il n'y a pas, enfin, c'est cut qui font qu'il n'y a pas de déambulation nécessaire comme avec les acteurs. Et donc, ça crée quelque chose de très, très dynamique et de beaucoup plus simple. Et finalement, là où le film commence à ralentir, c'est dans les vraies scènes de déambulation et qui ont lieu, en fait, quand Christine suit Louis et où il y a des scènes dans des halles, marché aux poissons, des choses comme ça, et où là, tout prend du temps parce qu'en fait, c'est vraiment une filature. Ouais. Alors qu'en fait, dans notre spectacle, c'est tout est une filature presque, mais en fait une filature du spectateur sur les acteurs. C'est nous qui faisons cette enquête-là, et donc en fait tout est un peu lent. Donc ça crée une impression en fait d'emblée qui est quand même très différente, et justement un type de jeu aussi qui est différent du fait que les acteurs sont dans un espèce de grand suivi, enfin comme on peut dire un plan séquence. Alors c'est pas le cas, mais ça donne cette impression-là où en fait ils vivent vraiment cette action début à la fin, et ils sont constamment sous le regard, et donc ça crée un autre type d'attention, un autre type de jeu. Et en tout cas, pour le spectateur, c'est aussi, comme on le disait, très intéressant de les voir dans ces lieux que nous ne pouvons pas, où nous ne pouvons pas aller, les autres pièces du cinéma, et à l'extérieur, en fait, dans des lieux qu'on connaît ou qu'on a vus, ou dans lesquels on a pu être quelques heures avant, et en fait, on reconnaît les personnes qu'on a croisées en fait dans la rue, qui y sont toujours, et donc ça crée un effet de présent qui est très troublant, et surtout en regard en fait de cet effet de passé aussi qui a lieu dans l'adaptation. Et donc on voulait aussi parler un peu de ça, du rapport du temps. Autant le film est forcément dans ce présent-là, que l'adaptation ici est dans un mélange entre une époque qui est citée, et donc l'époque du passé où ces cinémas porno étaient en activité, où il y avait des personnes qui travaillaient dedans. Donc
il y a un travail de recréation un petit peu d'époque avec la scénographie, les costumes, les objets. Mais en même temps, il y a forcément cet effet de présent qui arrive dans la rue Ouais. parce qu'on connaît, donc qui crée une espèce de dissonance. Et des fois, un non-soin à ces éléments du passé, comme dans la chambre de Christine, où on voit très clairement que le téléphone n'est pas branché, que la marque de jus de fruits est une marque contemporaine. Enfin, donc il y a plein de choses qui nous indiquent bien qu'on n'est pas dans une reconstitution méticuleuse, mais que c'est plus des références. Et même au niveau des technologies utilisées, on a remarqué les deux qu'il y a des sauts qui sont pas très cohérents, mais voilà, c'est probablement un effet ou c'est assumé, je ne sais pas, mais parce qu'on a un appareil qui est un répondeur, Oui, un vieux répondeur, ouais, même pas les répondeurs que nous on a connus, bien plus gros, grosse machine, ouais. qui est donc un modèle similaire à celui qu'on voit dans le film, avec lequel Christine écoute les messages qu'elle a reçus, principalement de sa mère, de son copain Marc, etc. Et en même temps, dans l'adaptation scénique, il y a ce répondeur, et en même temps, on a une scène avec une tablette d'aujourd'hui. Oui, donc voilà, il y a beaucoup de mondes qui se croisent en fait. Ouais. Et donc ça nous pose forcément la question de la nostalgie. Forcément, en allant voir ce spectacle, on se dit, ah oui, à une époque, ces cinémas existaient, c'est incroyable, je retourne dans le passé, je vois quelque chose de l'ordre du passé. Et les objets aussi nous rappellent ça. Et donc il y a forcément un goût de la nostalgie qui est un peu affiché et dont on peut tous, enfin, qu'on peut tous alimenter, hein, parce que je pense qu'on est tous curieux de ça. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui est assez différent en fait du film original. Oui, il n'y a pas, je pense, de la part de Beth Gordon, moi je ne vois pas une approche ou un regard nostalgique, puisque finalement, on en a parlé en off avant qu'on commence, mais il y a des plans dans le film de Beth Gordon qui sont quasiment des plans documentaires, dans le sens où elle fait parfois des longs plans des rues de New York, et on voit passer des gens. Et vu le budget du film, dans mes souvenirs, quelque chose comme 80 000 $, ce qui est très très peu pour un film, encore plus de fiction, où vous avez des acteurs et des actrices à payer. Donc très probablement, il n'y a pas de figurants. Et donc c'est vraiment des plans documentaires ou des plans à l'entrée du Peep Show, enfin des plans vraiment qui documentent un espace new-yorkais des années 80, finalement le genre de personnes qu'on voit passer. Enfin, moi, je me suis fait la réflexion, tu vois, en voyant le film, qu'il y a des visages que tu vois passer, que dans un film de la même époque, qui serait une beaucoup plus grosse production, c'est souvent des gens qu'on va absenter de la rue. Tu sais, c'est bête à dire, hein, mais tu as une communauté afro-américaine ou une communauté asiatique que tu vois très banalement apparaître, parce qu'ils sont là, ils occupent ces rues. Ce qui, des fois, dans des productions américaines, on va choisir les figurants et étrangement, on ne va pas forcément choisir, reconstituer la rue telle qu'elle est. Et donc, on a cet aspect très documentaire du film de Beth Gordon. Et évidemment, quand on voit le spectacle, il y a ce fort contraste avec cet aspect-là, parce que le spectacle, finalement, presque incidemment, j'ai envie de dire, il a un côté documentaire par le fait qu'il va filmer dans la rue. Comme tu as dit avant, on se promène à un moment, on va dans le restaurant de ramen qui est juste à côté. On voit passer des gens qui sont donc des clients de maintenant. Euh, on passe ensuite devant le restaurant à burger juste à côté. Et comme tu disais avant, nous, on a reconnu des clients qu'on avait vus juste avant, que ce soit en terrasse ou à côté de la vitrine, donc les mêmes personnes. Donc il y a cet aspect-là. Et en même temps, comme tu dis, il y a un côté très fort nostalgique dans la reconstitution. Euh, Et l'effet que moi, ça m'a fait, que je trouve intéressant, à voir si c'est ce qui est voulu, mais ça m'a donné vraiment l'impression que ces personnages sont des fantômes. Parce que on a vraiment cette sensation de voir des fantômes sortir du cinéma, déambuler dans la rue, retourner dans le cinéma, et presque comme si nous, en tant que public, nous étions finalement des témoins
de traces du passé qui prenaient temporairement vie à travers les écrans. Pas seulement à travers les écrans, parce que, voilà, à un moment, ça arrive très peu, mais il y a un moment où le personnage de Christine et le personnage de Louis, qu'elle suit, se retrouvent devant nous. Mais c'est très bref. Disons que notre... Oui, et on voit aussi une performance burlesque, un type d'effet Ouais. burlesque aussi dans le lieu de la salle de cinéma. Ouais. Il y a ce moment-là, mais disons que je pensais aux personnages principaux, on ne les voit pratiquement que à travers les écrans. C'est très rare qu'on les voit passer devant nous. Oui, c'est vrai qu'on a senti aussi que ça créait beaucoup de troubles chez les spectateurs, les moments où en fait Christine se rapproche de la salle de visionnage et en fait ne rentre pas à la dernière seconde, ce qui montre un peu son trouble d'aller voir, enfin en tout cas dans la fiction, d'aller voir ces films et elle ne rentre pas et il y a plusieurs fausses entrées comme ça en fait qui ne se réalisent pas et les gens dans la salle se disent ah mon Dieu l'actrice va apparaître ici et donc ça crée beaucoup d'attentes, beaucoup de curiosité et un effet qui est assez intéressant parce que c'est vrai que ce qu'on voit à l'écran, on a dans notre cerveau toujours du mal à imaginer que ça se passe en vrai. Il y a un effet de dissociation forcément lié à l'écran qui fait que ça nous paraît moins la réalité que la réalité. Et là, de voir autant d'éléments du réel et de savoir que cette personne peut rentrer là, crée un grand trouble. Donc ça rejoint un peu l'idée que tu évoques, que ces personnages sont un peu comme des fantômes, en fait, des vestiges d'un passé. Et en tout cas, moi je l'ai vraiment vu comme ça, comme un lieu qui était ranimé un peu de ses cendres et qui était hanté. Et donc ça rend aussi la chose assez frustrante pour les spectateurs de ne pas pouvoir aller effectivement dans les autres salles et aller voir ces lieux parce que voilà, enfin, je pense que c'est aussi pour des raisons très pratiques pour les comédiens, pour qu'ils aient des endroits de repli, mais on ne peut pas aller visiter après le spectacle, en fait, tous ces lieux. Et donc ça crée un peu une frustration parce qu'on a l'impression d'être allé au Splendide et de ne pas y être allé complètement. Et au final même, d'avoir vu quelque chose, mais de n'avoir rien vu. Moi, en sortant de là, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui m'a été montré? Qu'est-ce que j'ai vu? Enfin, il y a une espèce d'effet forcément d'hypnose où on se demande si tout était vrai. Et par rapport au film, par rapport au spectacle, en tout cas, ça nous montre pas du tout la même chose. Et si on se pose vraiment la question de qu'est-ce que me raconte le film, qu'est-ce que me raconte le spectacle, c'est là où pour moi il y a aussi les plus grandes différences. C'est que le film nous montre vraiment en fait une femme qui découvre, on va dire, une forme d'auto-érotisation et qui déploie sa créativité dans le domaine de l'érotisme parce qu'on apprend quand même au début qu'elle est écrivaine, en tout cas qu'elle tente une carrière aussi dans l'écriture. Qui n'a pas l'air très fructueuse et donc elle raconte toutes ces histoires qui sont comme des nouveaux écrits, mais enfin voilà, sous forme orale. Et donc en fait, elle déploie sa créativité dans ce sens-là. Elle s'objectifie elle-même progressivement dans sa fascination. Et donc elle rentre dans un rapport aussi un peu, on va dire, de trouble avec un homme qui a l'air, qui pourtant lui n'a pas l'air du tout menaçant, contrairement à l'interprétation qu'en fait le comédien dans le spectacle, où il est d'emblée un peu plus troublant, inquiétant, avec beaucoup de jeux sur le regard, et qui le rend louche en fait, alors que dans le film, il a l'air beaucoup moins inquiétant. Donc en fait, au final, le film, enfin moi j'y sens plus une espèce de conte sur une femme en fait qui bascule progressivement en fait dans ce monde sulfureux et qui se laisse imbiber par cette espèce de soufre en fait qui l'entoure et dans le spectacle j'y lis en tout cas moins ça et j'y vois plus
un point de vue sur un lieu, une espèce de reconstitution fantasmagorique et un peu fantastique d'un lieu, et moins un propos sur la pornographie en tant que telle, même si le spectacle va montrer en fait des scènes de nudité ou des scènes pornographiques, de films pornographiques, ce qu'il n'y a pas du tout en fait dans le film originel. Donc on nous montre, entre guillemets, plus de sexe, mais finalement moi ça m'a moins parlé de ça que du dispositif qui est tellement puissant en fait que ouais, j'y lis plus quelque chose de l'ordre du dispositif, du lieu et des traces fantomatiques qu'un propos sur la pornographie. Oui, et je précise juste parce que par rapport à ce que tu as dit juste avant, quand tu disais qu'elle se met à raconter des histoires, il faut peut-être juste préciser qu'à un moment, Christine se met, peut-être, ça n'est jamais dit explicitement, mais peut-être sous l'influence de ce qu'elle voit dans le cinéma porno, se met à raconter des récits érotiques euh, à son petit ami Marc. Euh, Ces récits sont souvent étranges puisqu'ils sortent de nulle part, ce qui est confirmé par les réactions du personnage de Marc qui dit « mais pourquoi tu me racontes ça ?» Mais tout d'un coup, au milieu de leur rencontre, lui viennent comme, on dirait presque comme des fulgurances, elles se mettent tout d'un coup à se lancer dans des histoires qui, oui, ont quelque chose. Moi, j'ai pensé d'abord à Anaïs Nin, mais en fait, c'est presque plus du Georges Bataille, certaines de ces histoires. Enfin, il y a quelque chose un érotisme ou de pornographie très crue et qui se mêle avec de la violence aussi, parce qu'il y a un récit à un moment qui est un récit zoophile, hein, où elle décrit une femme qui fait l'amour avec un tigre. Et donc on a ces récits-là, ce que tu disais. Et effectivement, si le film traite de cette érotisation, cette ouverture à ce monde-là, le spectacle, effectivement, malgré le fait qu'il va le montrer plus crûment des scènes de porno, parce que les scènes de porno qui nous sont montrées dans le film, on sent que voilà, elle a probablement choisi des extraits où on voit un peu de nudité, mais c'est très soft. Probablement que c'est dû à des exigences de distributeurs américains qui probablement n'auraient jamais distribué le film s'il y avait des vraies scènes pornographiques. Enfin, voilà, on a déjà entendu des histoires comme ça. Mais effectivement, est-ce que c'est vraiment le sujet central du spectacle ? Moi, je me suis dit, au niveau de l'adaptation, que peut-être ce qui crée cette impression que ce n'est pas forcément le centre du sujet, c'est que si tu traites... Enfin, disons que si tu vas choisir comme lieu central de ton histoire un cinéma pornographique, il y a forcément, tu vas être obligé, dans le cas de Beth Gordon, qui a cette approche très naturaliste, il faut aussi le voir pour ce qu'il est, et c'est pas forcément un lieu, comment dire, c'est pas un lieu qui, moi, me procure de la nostalgie, au sens où c'est plutôt un lieu glauque. C'est même des espaces qui sont... Voilà, on a déjà entendu, je pense, plein de rumeurs ou d'histoires, les fameuses boîtes à mouchoirs à côté des sièges. Oui, d'ailleurs, le spectacle commence par un plan aussi sur des mouchoirs, ce qui est assez Voilà. fort. Qui a un plan très fort, que je pense est très cru, mais qui finalement, cette crudité ne revient pas souvent, je trouve, parce que même si on voit dans le spectacle de Doris Mirescu des extraits pornographiques, et qu'on voit un acteur qui fait un peu tous les clients, je pense que du fait de la déambulation presque constante à partir d'un certain moment, de la comédienne dans les espaces et de la caméra qui la suit, ça donne un effet pour moi où on va dire l'aspect peut-être dangereux, l'aspect plus glauque, et aussi par là même le fil narratif, il est beaucoup plus dissous, il disparaît, enfin il est plus étendu, étiré. Et j'ai pas eu cette même impression que quand même ça peut être dangereux où elle se trouve. Ouais, ouais, et moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose en tout cas,
au visionnage du spectacle, je me suis dit, à un moment donné, elle va vers des phallus en plastique noirs, enfin différentes choses, et elle se les met face à elle comme si c'était elle qui possédait Ouais. voilà, l'objet. Et donc, je me suis dit, ah tiens, ça peut aller dans cette direction-là. Et c'est vrai que dans le film qu'on a vu après coup, rien ne va dans cette direction. Donc, c'est un ajout du spectacle, comme la scène où, dans le spectacle, le personnage de Christine se caresse et fait toute une scène un peu érotique où elle se tortille par terre, qu'on pourrait interpréter comme dans le film une scène potentielle de peep show qu'elle aurait pu faire devant des clients, ce qui est jamais explicité dans le film. Donc, c'est un sous-entendu. Et donc là, de voir cette scène-là, on se dit ah tiens, ça pourrait être le chaînon manquant en fait dans le film. Parce que c'est vrai que dans le film, en fait, Christine, on la voit régulièrement aller dans un magasin Peep Show, mais aussi où ils vendent des magazines pornographiques. On la voit s'y intéresser, on la voit presque en acheter un. Et puis, il y a un moment, une énième visite dans ce magasin, elle ressort de la zone où il y a les Peep Show, et un client l'interpelle en lui demandant « Ah, mais c'est toi que j'ai vu dans le show maintenant, t'étais génial ». Et elle, tout de suite, se défend en disant « Non, c'était pas moi, tu te trompes ». Donc, on ne saura jamais. Le film ne nous dit jamais si effectivement elle l'a Oui, fait. et puis le spectacle nous dit pas non plus ça, mais on voit en tout cas une scène qui pourrait s'apparenter à ce que le personnage aurait pu faire. Mais voilà, et en tout cas, dans le spectacle, sans avoir vu le film, je me suis dit, ah tiens, en fait, Christine va s'approprier en fait ces éléments, en tout cas traditionnels, un peu de la masculinité, sachant qu'elle est dans un univers d'hommes quand même dans le cinéma et dans le film, on le voit bien que même à l'extérieur, elle évolue constamment dans des milieux d'hommes, à part ses amis au bar. Enfin, le marché aux poissons, tout ça, c'est des milieux très très masculins. Ouais. Et donc, dans le spectacle, je me suis dit, tiens, elle va elle-même, en fait, sa proximité avec les œuvres pornographiques et ces types de, de, de personnes autour d'elle va la transformer et elle-même va devenir presque masculine et il y aura un renversement qui va s'effectuer et je me suis presque attendue à voir une scène assez violente d'elle avec Louis, ou je sais pas, enfin je me suis en tout cas imaginé un renversement complètement en fait des pôles et ce qui pourrait très bien aller avec cette idée qu'elle est elle-même voyeuse avec Louis et puis qu'elle devient un peu la prédatrice et en fait qu'elle devienne encore plus terrifiante et qu'elle endosse en fait ce même rôle, mais que ça soit elle en tant que femme qui le fasse. Et ça n'a pas lieu. Donc quelque part, en fait, toutes ces scènes de nudité ou un peu de crudité dans le spectacle restent assez soft aussi et n'ont pas toute l'ampleur qu'elle pourrait avoir s'il y avait eu un dépassement en fait de la fiction originelle. Donc en ça, le spectacle reste assez proche en fait du film et ne propose pas une différente lecture narrative à ce niveau-là. Après, bien sûr, il y a des ajouts dans le spectacle de certains personnages, comme cette performeuse burlesque. Ouais. Et donc, il y a forcément des différentes choses qui sont amenées par le fait que les comédiens ne sont pas les mêmes, n'ont pas forcément le même âge. Voilà. Donc, il y a forcément d'autres discours qui s'y rajoutent et qui font que la chose peut être lue de plein de façons différentes. Mais on reste quand même un petit peu dans ce même bain narratif. Oui, et c'est vrai que c'est là qu'on on peut toujours discuter, on ne va pas faire, on pourrait discuter de ça pendant des heures, mais qu'est-ce que c'est finalement faire une adaptation d'une œuvre qui vient d'un autre médium et l'amener au théâtre. Donc on connaît les adaptations des romans qui ne sont pas des pièces de théâtre et qui sont repensées pour la scène. Et c'est donc pas la première fois, loin de là, dans la région qu'on peut assister à des adaptations de films. Il y a eu plusieurs années en arrière, il y avait Voyage à Tokyo, qui était l'adaptation du film d'Ozu par Dorian Russell. Il y a eu récemment la metteuse en scène Nina Negri qui avait justement mis en scène le film de Cassavetes. Je ne sais plus maintenant lequel, ça m'échappe, où il y avait justement
déjà la comédienne Laura Denhon dedans. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans la région. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retient du matériau originel, qu'est-ce qu'on porte. Et surtout si c'est un matériau qui date d'une autre époque, hein, des années 80, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui qu'on ne racontait pas à l'époque, ou finalement où est-ce qu'on en est par rapport à cette pornographie, ce cinéma pornographique. Et donc comme tu dis, moi là où j'étais un peu frustré, c'est qu'effectivement, là où le film fait des ellipses, c'est toujours intéressant de se demander, est-ce que nous, on va aller creuser ce qui n'a pas été montré à l'écran? Ça peut être intéressant. Là, c'est ce qu'on s'est demandé. On s'est demandé si la scène où elle se déshabille, où elle a l'air de se caresser, on s'est demandé si c'était la scène manquante du peep show. Même si dans le spectacle, c'est difficile, on ne peut pas le comprendre, que ça se fait dans un peep show, c'est pas clair. Voilà, enfin, je disais ça pour dire que c'est toujours ça peut être une question dramaturgique intéressante de se demander est-ce qu'on va combler les passages qui n'ont pas été montrés. Mais voilà, si on pose la question d'aujourd'hui, peut-être moi aussi, là où je me suis dit, tiens, qu'il me manquait quelque chose, c'est que la question finalement du cinéma pornographique, de sa place aujourd'hui, n'est pas tellement, où c'est très difficile de voir comment c'est raconté dans le spectacle ou qu'est-ce qu'on en pense de ça. Parce que le fait est qu'aujourd'hui, ils sont tous en train de disparaître, ces cinémas. Enfin, preuve que le Splendide n'est plus en activité. Le Moderne à Lausanne, je ne sais pas, mais je pense que... Je ne sais pas s'il est toujours en activité, mais probablement que si. Mais disons que c'est un des derniers. Enfin, c'est une culture, une sous-culture qui est en train de disparaître. Et moi, la question qui m'est venue, c'est finalement quand on adapte un film qui traite d'un tel sujet, c'est aussi, je pense, ça qui a renforcé mon impression de voir des fantômes, hein. C'est même le lieu lui-même a quelque chose de fantomatique, puisqu'il n'y a plus les sièges d'origine, il n'y a plus les écrans, il n'y a plus les projecteurs. Tout ce monde-là a disparu. Et quelque part, je trouve intéressant, presque subversif, de vouloir en faire quelque chose de nostalgique, parce que, comme on l'a dit avant, c'est des lieux qui sont quand même assez glauques. Et c'est étrange presque d'avoir une impression de nostalgie pour un truc comme ça. Ouais. Après, il y a aussi une dernière chose que je pourrais relever par rapport au rapport entre l'écran et la réalité. Il y a toute une métaphore en fait qui est faite dans le spectacle autour d'Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir. Donc il y a énormément de plans sur des miroirs, des personnages, enfin en tout cas surtout le personnage principal qui se regarde dans des miroirs. Patricia Bopp est censée incarner une sorte d'Alice, un double du personnage principal. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction du fait qu'on vit dans une société d'écran et de rapport à l'écran et de rapport à l'image numérique, et que beaucoup de ce qu'on voit en fait de notre réel aujourd'hui passe par la vidéo. Donc forcément, en voyant ce spectacle aujourd'hui, enfin, c'est une impression différente que de voir un film à l'époque. Et c'est vrai que de voir ces scènes en fait un peu sulfureuses toujours sur un écran, c'est quelque chose qui forcément perd de leur impact aujourd'hui, parce que ça nous met à distance. Même si on sait que la comédienne est réellement en train de faire ces choses dans une autre pièce en fait du bâtiment en temps réel, ça reste une image sur écran. Ce qui fait que c'est très différent de la performance qu'on voit en fait de Burlesque face à nous, qui vraiment là fait une immersion en fait du réel. Mais le fait je me suis dit pendant le spectacle, là, tiens, en fait, le clou, en fait, là où tout va converger, c'est que Christine va venir face à nous et va vraiment faire une action, enfin, je sais pas, de déshabillement, ou enfin, un mime de quelque chose, et quelque chose de très subversif, en fait, qui sortirait complètement de l'écran. Donc là, pour moi, enfin, le spectacle, il est vraiment
on bascule de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire dans les écrans et dans une forme de perversion. Mais en fait, le fait que ça reste conscrit en fait pratiquement exclusivement dans l'écran, pour moi, fait perdre au final de l'impact, même si, comme on l'a dit, l'écran a une énorme force de fascination. Mais ça aurait pu être quelque chose, voilà, que moi j'aurais trouvé intéressant de voir au final tout d'un coup l'actrice face à nous et de créer vraiment ce trouble immense. Et comme on l'a dit, les spectateurs réagissaient très fort au moment où elle risquait d'arriver dans notre espace. Et ils étaient très troublés et parce que ça fait un peu cette image de ah oui, c'est la star de cinéma qu'on a vue et puis d'un coup elle est à côté de nous et les gens à côté d'elle ou à côté de l'acteur qui interprétait Louise étaient très perturbés aussi de les avoir à côté d'eux. Donc ça aurait pu être extrêmement puissant de voir ça et ça aurait fait justement une sortie une sortie de cette espèce de monde fantomatique et une actualisation. Parce qu'il faut rappeler que le théâtre, contrairement au cinéma, c'est la présence réelle et c'est une action réelle face à nous, en fait, dans un espace-temps et cette proximité-là qui fait que ce qu'on voit est la réalité à un moment donné. Alors évidemment, c'est un peu fort de dire ça, mais il y a quand même, c'est fondamental dans le théâtre. Et le fait que là, on est dans un spectacle multimédia, même si c'est la même chose mais filmé, le fait que ça soit filmé ne raconte pas la même chose. Et ça aurait pu être intéressant, comme le fait qu'on soit dans ce lieu, en fait, est un acte de réel très puissant, d'avoir ces autres... une autre sortie du cadre avec, par exemple, cette actrice qui serait venue face à nous. Là, de rester principalement en fait dans ce monde de l'écran, en tout cas pour elle et sa narration, ça nous exclut forcément un peu du processus et ça rend en fait ce cinéma fantomatique alors qu'il aurait pu devenir extrêmement réel et même gênant parce que je pense que comme tu l'as dit, le Splendide c'est pas un lieu merveilleux et familial entre guillemets enfin ou alors un autre type de familial mais c'est quelque chose où je pense que la plupart des spectateurs auraient été très gênés en fait d'être à l'époque ou en tout cas un peu mal à l'aise et là si on avait été face à ça je pense que certains auraient pu ressentir un malaise parce que là face à ces scènes de nudité à l'écran finalement, il y a quelque chose où on se dit « Ah waouh, c'est beau, elle ose faire ci, elle ose faire ça, c'est très impressionnant », mais en fait, ça reste à distance de nous et ça donne presque un aspect, et je le dis avec de la distance quand même, un aspect un peu poseur. Donc ça crée quelque chose de regarder jusqu'à où on va, alors qu'en fait, on est clairement aujourd'hui dans un monde où on voit 1000 fois pire que ça. Donc ça n'est pas impressionnant et ça n'est pas sulfureux. Et donc c'est toujours ça, le problème de l'adaptation, c'est comment représenter la chose sulfureuse de l'époque dans notre société qui a évolué. Et c'est un concept qui a été entre autres appelé, il me semble, en tout cas j'avais entendu ça, Epoch Eye. Donc c'est qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait imiter la sensation en tout cas de l'époque. Bah, c'est bien que tu parles de ça, c'est exactement par quoi peut-être on aurait pu terminer, hein, mais c'est ce truc de la question de l'adaptation. Je voulais en parler aussi et dire à peu près ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que quand on adapte, vous adaptez un roman, vous adaptez un film, il me semble toujours essentiel d'essayer de se demander, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui, à l'époque, a pu chambouler ou qu'est-ce qui à l'époque on va dire qu'est-ce que ça racontait sur l'époque en tout cas et du coup si tu l'adaptes il faut forcément te demander immanquablement qu'est-ce que la même histoire ou comment elle serait racontée aujourd'hui parce que sinon vous êtes dans une adaptation où vous transposez directement l'intrigue à notre présent et pas seulement le présent mais en plus le lieu. Et ça, c'était moi une des grandes questions que je me suis posée dès le début du spectacle, n'ayant pas vu le film. Bon, je savais que le film, ça se passait à New York,
Mais très vite, je me suis dit, tiens, c'est une adaptation d'un film qui se passe dans un cinéma pornographique de Times Square. Mais là, je suis à la place de, de la Grenue, hein, c'est ça? Ouais, place de Grenu. Place de Grenu. J'ai place de Grenu. Bon, ça sonne peut-être moins cool que Times Square. Au Splendide, mais qui d'ailleurs est de l'extérieur un cinéma qui est très attirant, enfin, cette enseigne. Et là, pour le coup, moi, je trouve vraiment très bien le choix de ce lieu. Enfin, d'ailleurs, on a entendu dire que le lieu, que ça aurait dû se passer au cinéma bio de Carouge. Mais je crois qu'il y a eu une date. Ouais, voilà. Mais heureusement que ça n'a pas eu lieu au cinéma bio de Carouge, j'ai Il me envie de semble dire. qu'ils en ont fait une là-bas, je suis sûre à 100%. Mais en tout cas, nous, on est très contents d'être venus. Splendide. Ouais, pas du tout le même esprit. Et donc, j'ai envie de dire, voilà, on a une adaptation. Et moi, tout de suite, ça m'a perturbé en entendant les acteurs, les comédiens et les comédiennes parler en français, d'entendre la 45e avenue, que Christine, donc la comédienne Laura, nous parle du fait qu'elle n'a pas envie de retourner au Michigan. Tout de suite, tu as l'impression de voir un film doublé où forcément on doit garder les noms originels parce que tu regardes le film américain, mais il est doublé en français. Et là, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas peut-être une occasion manquée d'adapter jusqu'au bout, c'est-à-dire tu le transposes à la réalité. Oui, et de parler du Splendide. de la Suisse, Genève, Voilà. et de ce rapport au cinéma. Mais en tout cas, pour conclure, je pense que c'était une expérience, en tout cas, qui nous a beaucoup suscité de questions. Et donc, en tout cas, moi, j'ai passé une très bonne soirée parce que j'ai énormément apprécié de découvrir ce lieu par ce biais-là, de découvrir cet univers. Ça m'a ouvert aussi vers le film. Et donc, il y a une espèce d'atmosphère en fait, qui a été créée par le spectacle qui, en tout cas, m'a vraiment intéressée. Et ça nous fait forcément poser d'autres questions. Donc pour moi, c'était une expérience qui était quand même assez réussie en ce qu'elle me questionnait et qu'elle me poussait à me questionner. Donc ça ne m'a pas laissée indifférente, avec voilà, quelques regrets personnels, mais qui sont liés à ma propre vision en fait, de ce que pourrait être le spectacle vivant, Ouais. juste le cinéma, et qui me questionne en fait sur notre rapport à l'image. Oui, je suis d'accord. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce genre de démarche, c'est évidemment, c'est aussi pour ça hein, on a eu envie d'aller voir ça, c'est finalement investir un lieu comme ça et en faire un lieu de performance. Parce que je pense que moi, comme toi, j'imagine, on se pose pas mal de questions sur les théâtres, les structures. Et poser des questions, ça ne veut pas dire qu'on réfute le fait d'aller continuer de jouer des spectacles dans les théâtres. Bien sûr, on est content que les théâtres existent et qu'on puisse aller là-bas. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir voir, parce que finalement, voir une telle proposition dans un théâtre où tu reconstitues un cinéma dans le théâtre, ça perdrait beaucoup de sa force. Là, clairement, la force d'aller voir dans un véritable ancien cinéma pornographique une histoire qui traite du cinéma pornographique, c'est vraiment une proposition qui est très forte. Après, voilà, comme on l'a dit, moi, j'ai aussi... voilà, je mentionnais avant qu'il y avait quelque chose qui m'avait manqué, et je pense que c'est peut-être la question de la subversion, parce que pour moi, ça pourrait être plus subversif. Je pense qu'il faudrait complètement accepter que ce sont des lieux qui ne sont pas réjouissants à aller voir de plus près, sans jugement, je dis ça sans jugement, mais que aller là-bas, oui, ça implique quelque chose qui met mal à l'aise. Et toi, tu parlais qu'effectivement, on n'est pas... Il y a des scènes, je trouve, dans le film qui te mettent plus mal à l'aise. Et si je prends un exemple de scène qui met mal à l'aise, exemplairement, dans Taxi Driver, tu as cette scène très connue du personnage de Travis qui emmène son date dans un cinéma porno, qui est une scène mais qui te met extrêmement mal à l'aise, parce que c'est pas des lieux charmants, quoi. Donc voilà, moi, c'était plutôt par rapport aux questions d'adaptation. Je me demande là où était la subversion chez Beth Gordon, qui pour moi se trouve du côté du fait que cette femme a l'air de trouver
ou en tout cas a l'air de se plaire dans une forme d'érotisation où elle, elle prend le contrôle aussi, mais il y a une forme aussi d'objectification de soi-même. Et là, moi, je trouve ça très subversif, surtout aujourd'hui, qu'un personnage puisse trouver du plaisir dans le fait de devenir objet de désir. Enfin, c'est pas quelque chose qui va de soi, forcément. Non, et c'est vrai que dans la vision qu'on a aussi de la sexualité aujourd'hui, des réflexions qui ont lieu autour des travailleurs du sexe, parce que je pense que le spectacle aussi met aussi en lumière en fait ces travailleurs du sexe avec enfin, ces personnages de prostituées ou de performeuses. C'est vrai que aujourd'hui, on les voit avec beaucoup plus de compréhension, je pense, qu'autrefois, et beaucoup plus de sympathie, et ça les rend presque non menaçants. Et alors que je pense que dans le film original, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la domination, un peu patriarcale, la vision de la femme très stéréotypée, et qui n'est pas dans cette même sexualité joyeuse ou lors de la découverte qu'il peut y avoir aujourd'hui, en fait, enfin, en tout cas que notre regard se tourne différemment par rapport à ça. Et donc, finalement, de voir qu'une femme adopte ces codes archi stéréotypés féminins pour s'auto-érotiser, ça devient aussi plus sulfureux aujourd'hui que ça l'était à l'époque où elle rentrait plus dans un schéma préétabli, alors qu'aujourd'hui, ça ne va pas de soi pour, je pense, beaucoup de femmes qui ne souhaitent justement plus être des objets, de faire ce chemin-là. Et c'est là que je pense aussi ça aurait pu aller encore plus loin en cette direction pour que ça nous crée une gêne à nous aujourd'hui en se disant, mon Dieu, mais enfin, pourquoi elle fait ça? Oui, oui, parce que je pense que là, dans l'adaptation qu'on a vue, il y a une forme de fascination qui est créée autour de cette comédienne et de ce personnage. Et moi, je pense qu'on aurait pu être plus gêné par cette Christine dans l'adaptation, et peut-être elle aurait pu être moins. Je ne dis pas qu'elle était sympathique, mais disons que je pense qu'on est beaucoup avec elle. Et moi, j'aurais trouvé intéressant qu'à des moments, elle nous repousse un peu plus, qu'on finisse par, je ne sais pas, être décontenancé par ses choix. Et moi, surtout aujourd'hui, où finalement, on a un regard, comme tu dis, très différent d'il y a 30, 40 ans sur la sexualité de la femme, où il y a beaucoup de femmes qui vont raconter l'importance de prendre possession de son désir, et on voit vraiment cette Christine qui prend possession de ce désir. J'aurais trouvé intéressant que son désir puisse beaucoup plus nous déranger par moment. Voilà. En tout cas, bon, le spectacle n'est plus joué à l'heure où on enregistre. On espère pour eux, elle et eux, qu'ils pourront le refaire. Pourquoi pas au moderne, hein. Ouais. Et en tout cas, ça nous donne envie d'avoir d'autres initiatives dans d'autres lieux et faire un peu revivre ces lieux du passé. Et pour celles et ceux qui voudraient voir le film dont est tirée l'adaptation, vous pouvez le trouver gratuitement sur Internet Archive, en langue originelle, sans sous-titres par contre. Et nous, on se retrouve, on ne sait pas quand, mais Bientôt. bientôt. On va essayer de se voir une fois par mois environ. On verra si on tient ce rythme-là. En tout cas, dès qu'on a un spectacle qui nous intéresse, on se retrouve. Et puis pour celles et ceux qui nous écoutent là, vous pourrez vous pourrez trouver les liens du film sous la vidéo et aussi les liens de contact si des personnes veulent nous écrire pour nous proposer des spectacles. On ne promet rien parce qu'on doit faire des choix, mais ça nous fera toujours plaisir d'avoir de vos retours. Voilà.